grâce, en suivi un débat autour de cette proposition de loi portant répression des infractions en matière et des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs initiés par le sénateur Lilongo, Bocelli, Banza et Jean Laurent. Et selon certaines indiscrétions, c'est qu'aujourd'hui également on aura à suivre la proposition de loi et d'un peu plus de 2 sénateurs, mais qu'à cela ne tienne, nous attendons donc si le projet et la proposition de loi fera objet de débat en cette plénière d'aujourd'hui si la conduite est bâtie le Kobo. Je suis en compagnie de Mani Mambouani, mais également de Feza qui va nous accompagner à tour de rôle et à la télé comme à la radio. Je passe le micro tout d'abord à vous, Feza. Bonjour. Merci. L'équipe c'est là qui casse les noms ils avaient bon dans la cible au kati na kwa makita pale du peuple fungi na bien ba vitaki bongo ko na ndoko mkelebeko lingo après ça qui matina ya brotali yango bozingo to pe ko kila ko ndoko o ko sa ete na tana ngipenza makana kasi to pe diamba pour sisi potolo longe et kotamba akati ko démocratique panda te la pesa ki la kisandike na bona te potolo poto banki yango e BBC penza bona ba bato bebe na kotala te na kambula ki na bona ko sa na kana soki moto na banki to pe ni a potolo e kotinda e asa eloko oyo e ngo ba te to pe ko bebisa kamoto ya bato banki e yango banki to potolo e BBC singi penza bilingi baiki okati ko démocratique tina et qui nous beaucoup le Jean-Marie et atalisa qui ina atalisa qui penza bidana yango okati ko démocratique bongo qui nous beaucoup pe baiki na pesa ki bongo na kanisa bongo et kati na kanisa yo batalisa qui te ezalika ka le pipi to pe diamba te kasi sika bilingi ba susu na ko kamata et potolo o ko taka nzela moto ka pe de ko nationale ils ko bibisa bino ya bato batina ena bakini beaucoup batina ki so okati ya bilo ina ko ko na mingi penza ubusungo kutangana akamana makusana ekolo Congo démocratique et pas sous batala kite ezali pe na bituka biki akati ko biso ezali na banzete e bakusala ka kala ndenge na so na pe bakutana ndenge kani misala na mizali bongo mikusala na République démocratique ya Congo pana kala pe dikita li bakolo de la pe na kambula ki na danso longo tukuna na ko banalo bukambi modesta ebati le bongo de l'économie katia de sénateur de Sylvain Kolingi la katia ndako na kita ya pale du peuple maso bazali elango pe nako na kota la katia mikanda na kitala lelo ni esengeli kolobana awa ukati ya pale du peuple Feza Rose Kalongo ya zone pénale au bisalongo ko biso au côté aswali ni so na ko awa ukati ya pale du peuple matondo mingi mami mambweni ni kusema kwamba tumepatikana tena hapa pale du peuple hasa zaidi kwenye baraza la wazee mahali ambapo kilele kiliweza kusimamisha jana na itaendelea leo. Ni kusema jana waliweza kusemea kuhusu uchunguzi wa pendekezo ya kanuni ya mseneti Jean-Laurent Lilongo ambaye aliweza kutosha pendekezo hii ya kanuni ya kusema kwamba inaomba kabisa kutia kanuni moja yenye itaweza kukataza mambo ya tumbaku kali ama bangi yenye kuvutwa na vijana, hiyo hata watu wengi kusema kwamba tumbaku hiyo inaleta magonjwa mbalimbali yanaweza kuleta takifo. Ndio kabisa mseneti huyo aliweza kupendelea kusema kwamba inaomba kabisa kutosha kanuni moja ili itaweza kukataza kuvuta bangi hiyo inavutiwa ovyo ovyo, kwa sababu yanaharibu pia afya, yanaleta mambo mengi mwilini na wakati mtu akisha kuvuta bangi hiyo inamsukuma kabisa atende mambo mabaya
ndio kabisa seneti huyo aliomba kabisa, inaomba kanuni ya kukataza kabisa bangi yaweze kufanyizwa hapa ku baraza la wazee, na kusema kwamba kuna majimbo mengine mahali ambapo wanapanda miti hiyo ya bangi, ya kuona kusema kwamba watu wanavuta bangi ovyo ovyo na vijana. Ingawa hata msemeti Kambai aliweza kusema kwamba kuna vijana wengine wenye kutumia ama pudre ama unga wa mlonge wa gari wamevuta hayo pia. Yote ile yanaleta magonjwa mwilini, pia si vizuri kwa sababu ya wasukuma na haribu pia bongo ya vijana. Ndio kabisa waseneti wote wanaomba kabisa kusema kwamba inaomba kabisa kanuni waweze kabisa kutiliwa hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kilele ambacho kiliweza kuongozwa naye presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo, ambaye aliweza kuongoza kilele hicho. Na leo kitaendelea kwa kusema kuangalia kanuni zingine zenye kuangalia tu mambo mbalimbali, hasa zaidi pia waliweza pia kusemea pia kutokana na mauaji kupitikana pale Ituri, ndio waliweza pia kuisemea ya kuangalia kile ambacho kinaweza kufanyizwa tu kwa kuweza kabisa kumaliza fujo hiyo ama kuleta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio kabisa wa seneti wote wanaonia kabisa ya kuweza kusema kanuni hiyo yaweze kukubaliwa na baraza la wazee. Kabla ya kuendelea, tunampatia ndugu yetu Eme Mpindi aweze kufasiria pia wandugu wetu wenye kupatikana huku Bandundu, Bakongo, nini kupitikana hapa kwa Palais du Peuple, hasa zaidi hapa kwenye baraza la wazee. Eme Mpindi. Aksanti Feza, balanja radio television nationale congolaise au batukele na kati yanzo ambalo kutakano ya Sena na Palais du Peuple. Betna kwisa kulandakana kutakano ya bantu wankango ina zibuka kabana mazono kasi mazono ya manisaka ve bubu betna kwisa vutu kampanda vekele na mamambo ya nkaka bikalaka ina baza msakati wapa pala yana balo kutakano bonso ya ikilandakana kusalama bubu banifana zalati balanja radio television nationale congolaise mazono bato vandaka awa ya vandaka mil penza jambu ya kulongo katope kutala mbote penza di banza ya siku ya honorable sénateur Lilongo Lauri yana na salaka di banza ya siku sama mambo mitala mil penza ba nsunga bima ya ngolo ngolo bantu na kana kata inza ya vanda ba drogue ya vanda ba jamba ya vanda bima nkaka ngolo ngolo ina ya unde yani kusaka mana timbote kusala nsiku sama kusosa mtimbale na manisa ba namba mtinga na mpamba ve ba nsunga na ngolo ngolo bantu kema ka ba drogue ba jamba ba ina nkaka yake kotaka na kati ya mambo imbi na bantu salaka yana mosi mpangani bakaka ndinga na kuzabisa sana inki yan salaka dibanza nsiko mtindo ya yan sabsaka tia misala ya mpamba ve sambu kana bitu pala baimbi mingi ke salamaka na kati inza mambo ya kufaka bantu ba mambo ya kubakaba mama na kingorongolo ba mambo imbi ya mtino ke salamaka kana bitu landa ya ndote bantu salaka bima ina bakele bantu mingi peza ke salaka yana nima kumwa ba nsunga mtindo ya ndeba ke kusaka sala bima ina ya mekonda na mfumo kansi na nima ku. Chers collègues sénateurs, comme annoncé hier, nos travaux de ce jour vont porter sur l'examen de deux matières ci-après figurant à notre ordre. Il s'agit de l'examen et adoption de la proposition de loi portant création, organisation anticorruption initié par le sénateur Eric Bassos. 2. Présentation par la commission des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées du rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central.
fait, le collègue initiateur de la proposition de loi va présenter l'économie, ensuite le débat général. Je demande à notre collègue Maghiati de venir ici au micro pour présenter. La parole par motion. Quelle motion? Présidentielle, président. Oui, allez-y, collègue André Kimbuta. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, estimés collègues. Je reviens sur le dossier du ministre d'État Bakonga. Il vous souviendra que M. Bakonga, ancien ministre d'État, a été électif. Je souligne bien 2 mandats électifs. Et il a choisi d'œuvrer à l'Assemblée nationale. Donc il a opté pour un mandat à l'Assemblée nationale. Je rappelle à Louis Assemblée, lorsque vous avez 2 mandats électifs et vous choisissez l'un d'eux, l'autre tombe définitivement. Moi qui vous parle, j'ai été sujet de cette disposition légale. Donc, nous devons retenir qu'en choisissant l'Assemblée nationale, c'est de l'Assemblée nationale qu'il était nommé ministre. La seule possibilité qui reste à M. Bakonga, comme quitter le gouvernement, c'est de réintégrer rien que l'Assemblée nationale. Il n'a plus droit de revenir au Sénat parce que c'est un mandat électif. Donc la lettre du ministre Bakonga adressée au Sénat est nulle. Ce qui implique la réintégration du sénateur Ilena, qui doit rester au Sénat. On n'a pas à lire une lettre. Bon, c'est une correspondance, c'est normal, le président a décidé de faire savoir à l'office première qu'il y avait un courrier dans ce sens. Mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'ai fait ma petite vérification. C'est une fausse lettre. Peut-être qu'il n'avait pas l'argument nécessaire pour convaincre le bureau. Mais nous partons sur la base d'un 2 mandats électifs qui a eu 8 jours pour choisir. Il a choisi l'Assemblée, il doit oublier le Sénat. Tel qu'était mon cas, j'avais 2 mandats, j'ai choisi d'être gouverneur, je devais oublier mon mandat de l'Assemblée nationale. Une fois révoqué ou demi de mes fonctions de gouverneur, je ne pouvais plus réintégrer l'Assemblée nationale. Voilà, honorable président, la petite lumière que je voulais donner par rapport au dossier de M. Bakonga, ministre d'État, mis à sa place à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Honorable sénateur André Kimbuta, nous vous remercions pour votre intervention. Nous nous
voulons pas revenir sur ce débat parce que vous parlez de la loi. Vous dites que notre possibilité tombe définitivement conformément à la loi. Je vous prierai de nous donner l'article de la loi à laquelle vous faites allusion, parce que nous avons la loi suprême à l'article 110. Il dit que le sénateur ou le député qui est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Vous parlez d'une fausse lettre. Nous avons l'original qui a été réceptionné par le service. Vous prévalez des copies qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous avons un original. Et je pense que, comme nous l'avons dit, s'il y a contestation de ce courrier, il faut l'attaquer au niveau du Conseil d'État. À notre niveau, nous avons pris acte conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Donc, nous n'entendons pas revenir sur cela, sauf s'il y a un arrêt qui nous dit autre chose. Nous continuons nos travaux. C'est par respect que je vous ai permis de revenir sur cette question. Et donc, voilà, si vous avez une disposition, vous pouvez nous la communiquer, qui est contraire à celle qui est dans la Constitution. Je ne vous ai pas encore donné la parole, excusez-moi. Maintenant, je vous la donne. Merci. Lettre. De lorsque vous avez 2 mandats électifs, que vous faites un choix sur un des mandats, quel devient l'autre mandat? Qu'est-ce que la loi dit? Je n'ai pas la disposition légale avec moi. Moi, je sais que, parce que j'ai été dans ce cas, quand vous avez 2 mandats électifs, vous choisissez l'un des mandats, l'autre tombe automatiquement. Il devient à votre défaveur. Ça, c'est ce que je sais. Excusez-moi, je n'ai pas la disposition légale, mais c'est ça. Nous avons vécu ça. Moi, personnellement, je l'ai vécu. J'avais 2 mandats électifs, gouverneur et député national. J'ai choisi de rester gouverneur. Le mandat de député national est tombé automatiquement. À partir du moment où M. Bakonga a choisi de rester à l'Assemblée nationale, c'est la compréhension que nous avons tous dans la salle. Son mandat de sénateur, il l'avait perdu. Celui-là n'était pas suspendu. Celui qui est suspendu, c'est celui de député national. Une fois nommé au gouvernement, il peut revenir. Il n'avait plus la liberté de choisir parmi ces 2 mandats parce que préalablement, il avait opté pour l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de la lettre, bon, c'est une petite parenthèse, mais je parle plutôt de la disposition légale concernant une personne qui a 2 mandats électifs. Je souligne bien 2 mandats électifs. Je voulais réintégrer l'Assemblée nationale. On m'a dit, tu as fait un choix d'être gouverneur, tu ne pourras plus revenir à l'Assemblée. C'était l'objet premier à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais cherché la disposition légale. J'ai écrit à la commission PAJ de l'Assemblée nationale de l'époque. Voilà, je vais me battre pour retrouver la disposition légale et vous l'apporter si vous m'autorisez, honorable président. Merci, c'est plus sage, au lieu de parler sans référence à la loi, vous parlez de la loi, vous prenez votre cas comme une jurisprudence, mais lorsque vous aurez le texte, vous le l'apporterez et nous pourrions débattre de la question, mais cette fois-ci ce sera à huis clos. Mais dans l'entretemps, nous avions déjà pris acte
du courrier et la décision reste valable. Pour le moment, nous évoluons en attendant que vous puissiez continuer vos recherches. Collègue Mangiadi, si vous pouvez venir donner l'économie de votre... Voilà, c'était une fourchette de André Gumbuta Yango sur des questions qui a fait débat autour de la correspondance de ministres sortants en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui voudrait réintégrer la chambre haute du Parlement, mais voilà, la question a été close depuis hier. Et aujourd'hui, là, c'est l'invitation de mes Patience Maniandi, et qui est auteur d'une proposition de loi portant fonctionnement de tribunal anticorruption. Il va faire l'économie de ses collègues sénateurs ici à la Chambre haute du Parlement. L'invitation faite par le président Modeste Balti-Lukwebo. Nous allons le suivre, le sénateur Patience Aimé Maniandi, qui va nous donner la teneur de cette proposition de loi portant fonctionnement du tribunal anticorruption en République démocratique du Congo. En attendant, nous le voyons ajuster le micro et sans doute il doit... Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur et chers collègues. C'est conformément aux prérogatives nous reconnues par les dispositions de l'article 130, alinéa 1er de notre Constitution, disposition reprise à l'article 119 de notre règlement intérieur, que cette initiative portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption est présentée par moi, votre serviteur, Mangiadi Bifulu et vos patients, sénateur élu de la province du Congo, prince du prestigieux royaume de Kasongolunda, la publicité du royaume, descendant de la riche du grand empire Lunda, petit-fils du grand chef du Parumbu Lumbuziba Damakubu Mutombo. Continuez. Du côté paternel et du côté maternel, descendant du roi Nzingakubu, arrière petit-fils du grand chef Congo, du très célèbre royaume Congo. Honorable président. C'est pour la détente, n'est-ce pas? C'est parfois c'est bon. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur et chers collègues. La corruption prive l'État congolais des ressources nécessaires à la réalisation de ses politiques pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Elle fait fuir les investissements, les capitaux susceptibles de relever l'économie du pays. La corruption, oui, la corruption, on en parle toujours. Dans le souci de régénérer une nouvelle mentalité et d'éradiquer ce fléau qui gangrène tous les secteurs de la vie et prétérite le développement de ce pays, il est plus qu'impérieux de créer, conformément au prescrit de l'article 149 alinéa 6 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, une structure judiciaire spécialisée, animée par des magistrats, un personnel bien sélectionné et formé dans la lutte contre la corruption, en vue d'amener gouvernants et gouvernés, gestionnaires et assujettis à plus de civils. En outre, eu égard aux instruments juridiques internationaux de prévention et de lutte contre la corruption dont elle est signataire, à savoir la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, ratifiée par la République démocratique du Congo le 12 juin 2006, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003,
ratifié le 8 novembre 2016 et le protocole contre la corruption de la communauté de développement d'Afrique australe du 14 août 2001, ratifié le 19 mai 2008, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays signataires de ces instruments juridiques, devait mettre en place des mécanismes et des organes idoines de prévention, de répression et d'éradication de la corruption et des infractions assimilées. Au nombre de ces mécanismes et organes, le plus efficace demeure un tribunal pour juger et réprimer les faits de corruption et assimilés, car aucune institution ne peut réguler les comportements humains mieux qu'une institution judiciaire. Et vu le volume des dossiers et la lenteur observée dans les juridictions ordinaires, considérant la spécificité des sanctions tendant à éradiquer la corruption et pour raison d'efficacité et de célérité, le tribunal anticorruption devait être une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire. En effet, d'une part, la frustration générée par l'incapacité du système judiciaire ordinaire à traiter les affaires de corruption de manière satisfaisante a motivé de nombreux États à se doter de juridictions spécialisées. La spécialisation judiciaire est donc un aspect de plus en plus populaire dans les stratégies nationales de lutte contre la corruption. D'autre part, toutes les structures spécialisées existantes en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption font ou ont pour attribution ou statut d'officier de police judiciaire ou d'officier du ministère public, qui malheureusement font des juges spécialisés, où elles peuvent transférer les affaires, elles s'érigent elles-mêmes en juges. Elles enquêtent, poursuivent et clôturent les dossiers à leur niveau par voie d'amende transactionnelle. Cette situation constitue une insécurité juridique où ouvre la voie à l'arbitraire en qu'il n'y a pas possibilité de recours offerte aux justiciables. Il y a absence plutôt d'autorité de contrôle des actes ou des décisions de ces structures. Le parquet du tribunal anticorruption sera le parquet financier dont certains experts ou observateurs souhaitent l'instauration et sous le contrôle duquel, ou au sein duquel, les officiers de police judiciaire et ou officiers du ministère public des structures déjà existantes poseront leurs actes. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur et estimés collègues. Que la corruption continue de prendre de l'ampleur en dépit de ces structures existantes dans ces domaines. Il y a donc nécessité qu'on en crée une autre qui soit très efficace avec un pouvoir coercitif et susceptible de supplanter certaines anciennes structures. En outre, s'il est vrai qu'il y a moins de cas de corruption jugés dans les juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire, alors que cette infraction et les autres infractions assimilées se permettent tous les jours dans tous les secteurs publics et privés, l'institution d'une juridiction spécialisée qui doit rechercher et réprimer les infractions de corruption et assimilées est une œuvre opportune et salvatrice. Au grand mot, le grand remède, dit-on. Ainsi, investir même avec des moyens importants pour la mise en place et le fonctionnement efficient d'une telle institution capable de permettre à l'État de mobiliser beaucoup plus de ressources financières ou de recettes colossales et d'un bénéfice incommensurable pour le pays. Voilà brosser en quelques lignes l'intérêt de la présente loi. Enfin, l'on peut relever certaines particularités de ce tribunal à savoir. Les personnes affectées à ce tribunal et au parquet près ce tribunal, les magistrats de carrière, sélectionnés sur base d'un critérium, compétence, moralité
capacité et volonté de lutter contre ces phénomènes. Une formation permanente pour renforcement de capacités est à assurer aux magistrats et agents du dit tribunal et du parquet près ce tribunal. Une rémunération et des avantages conséquents à allouer aux magistrats et agents du tribunal anticorruption et du parquet près celui-ci en vue de garantir l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La demande en communication d'un dossier ouvert au parquet anticorruption par un autre parquet n'est pas requise avec la présente loi. Par la présente loi, l'inculpé peut être jugé là où il a été trouvé, c'est-à-dire dans le tribunal du lieu où il a été appréhendé. L'obligation de célérité pour les magistrats dans le traitement des affaires de corruption et assimilées est assortie de sanctions disciplinaires sévères. Le tribunal anticorruption peut être saisi par requête non seulement de l'officier du ministère public et de la victime, mais aussi de l'officier de police judiciaire, de toute personne, toute institution privée ou publique de lutte contre la corruption, ainsi que la saisine d'office du juge. La présente loi contient 50 articles faisant l'objet de 3 titres. Titre premier, de la création et de la composition du tribunal anticorruption. Titre 2, de la compétence du tribunal anticorruption. Et titre 3, de la procédure devant le tribunal anticorruption. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur et estimés collègues, quelle est l'économie générale de la présente loi que je soumets à votre appréciation? Ordre humaine, elle est à ce titre perceptible par toutes les intelligences. Enfin, merci pour votre aimable attention. Président Gilles. Merci, chers collègues. Chers collègues, vous venez de suivre l'exposé de l'auteur de la proposition de la loi. Le collègue Mangiadi, vous pouvez aller vous placer en face du podium. Mais avant que nous n'engagions un débat sur cette proposition, nous voudrions rappeler que le gouvernement a émis un avis négatif pour des raisons que vous allez découvrir dans l'avis qui va vous être lu par le rapporteur. En grosso modo, le gouvernement estime que, compte tenu des contraintes budgétaires, il n'est pas indiqué à ce stade de continuer à créer des structures alors qu'il en existe déjà à peu près 7 qui ont été citées: Senaref, LPC, OCEP et beaucoup d'autres structures. Et ils disent que d'abord il y a une incidence budgétaire. Deuxièmement, ça va nécessiter un personnel, et le collègue lui-même vient de parler d'un personnel spécialisé. Il faut des juges spécialisés en la matière. Lorsque nous considérons qu'il faut créer un tribunal au premier degré avec son parquet et son personnel, ensuite un tribunal au second degré avec son parquet et son personnel, tout cela fait qu'il y aura une incidence significative sur le budget de l'État. Or, il est dit à l'article 134 de la Constitution, que lorsque l'on veut créer des structures, il faut également en pourvoir les moyens. Ainsi, nous allons nous conformer à l'article 129 de notre règlement intérieur,
pour que nous puissions d'abord saluer l'initiative qui est louable de notre collègue de nous demander de légiférer pour créer un tribunal anticorruption. Mais comme vous le savez, à l'article 129, lorsqu'on engage un débat général, il peut se terminer soit par l'adoption du principe de l'ensemble des textes exposés, soit par le renvoi de la proposition à son auteur, soit par une résolution de renvoi à une commission saisie du fond, soit par la non-adoption. Il reviendra à la plénière de se prononcer en connaissance de cause. Je vais demander au rapporteur de lire l'avis venu du gouvernement. Merci. Motion, oui, collègue Morichon. Quelle nature? De quelle nature? C'est incidentiel. Oui. Président, merci pour le commentaire que vous venez de faire. Après la lecture d'une disposition constitutionnelle qui est claire en la matière, est-ce que la séance plénière peut continuer à débattre sur une question qui a tendance à violer une disposition constitutionnelle? J'aimerais que la plénière se prononce là-dessus. Est-ce que nous débattons sur les dispositions constitutionnelles ou si on estime que nous avons une mauvaise compréhension de la disposition constitutionnelle, on s'adresse à la Cour constitutionnelle? Si cette proposition de loi viole une disposition constitutionnelle, elle ne doit pas être débattue en plénière. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous ne pouvons que nous conformer à la disposition constitutionnelle, mais nous voudrions que tous les collègues aient la même compréhension sur la motivation donnée par le gouvernement. Parce que ce serait un raccourci, c'est vrai, nous pouvons dire, puisque le gouvernement qui, lui, doit pourvoir aux moyens, dit qu'il n'est pas possible de le faire, nous ne pouvons pas continuer, mais quand même pour honorer notre collègue, permettez, c'est juste 2 pages, que nous puissions écouter l'avis, bien sûr négatif, du gouvernement, et après nous allons nous prononcer. Collègue Guérin, vous insistez, vous avez la parole. Merci, honorable président. Tel que nous suivons l'évolution de la situation, c'est comme si nous sommes en train vraiment de nous embrouiller. Parce que vous n'aurez pas dû donner l'occasion à l'initiateur de la proposition de loi de venir s'exprimer et vous déclarer par la suite que cette proposition de loi ne vaut pas. Pour votre information, à moins que je ne me trompe, au niveau de la conférence des présidents à l'époque de bureau Tambo, tenant compte de ces observations, cette proposition de loi avait déjà été écartée. Je ne comprends pas pourquoi cette proposition revient ici. Vous avez l'observation du gouvernement, vous laissez parler l'initiateur et vous prenez la parole pour dire qu'il est à côté. Moi, je crois que cette manière de faire, c'est aussi humilier l'initiateur de la loi. Il ne fallait pas qu'il parle, il fallait qu'au niveau du bureau, il fallait écarter simplement cette proposition, parce que je me rappelle que nous l'avions écarté au niveau de la conférence du président du bureau Tambo. S'il est dans la salle, malheureusement, il n'est pas là, ou si les services sont là, ils peuvent le dire. Je vous remercie, mon président. Merci beaucoup, chers collègues. En fait, nous avons voulu nous conformer à la décision de la même conférence des présidents. Parce qu'on aurait dû écarter ça déjà du calendrier de la session. Mais par respect aux collègues, je pense que le peuple, il est bon aussi qu'il l'écoute, qu'il sache qu'il avait une bonne initiative, mais nous sommes limités par les moyens.
Et la Constitution dit que quand il n'y a pas de moyens, il ne faut pas créer de structure. Je pense que, avec votre autorisation, je vais directement donc consulter la plénière. Peut-être c'est mieux que le collègue initiateur il demande quand même la parole. Par respect, nous lui donnons la parole et nous allons donc prendre la disposition finale. Collègue, aimez patience. Oui, merci honorable président de la parole. Je crois que le collègue membre de la conférence du président, de la conférence de présidents sont ici. Ma proposition de loi avait été déclarée recevable à la conférence du président, contrairement à ce que dit l'honorable Birngo. Ça, c'est une contre-vérité. C'est la précision que je voulais apporter. Merci beaucoup. Nous avons compris, c'est vrai, la conférence a estimé que c'était une bonne initiative, mais le pourvoyeur de moyens nous dit que ce n'est pas possible. Je vais donc vous consulter, chers collègues, si vous acceptez que nous puissions mettre de côté cette initiative, peut-être qu'elle pourra revenir lorsque les moyens le permettront. Nous pouvons la mettre de côté parce que le gouvernement ne pourra pas pourvoir aux moyens nécessaires. Qui sont pour que nous puissions élaguer de notre calendrier de cette session la proposition de loi créant et organisant le tribunal anticorruption? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Pardon? Il faut tout simplement élaguer. Bon. Collègue Baopoko. Merci, Honorable Président, pour la parole au quart que vous m'accordez. Honorable Président, nous avons la mission de signification des exploits. Cette disposition viole les articles 1er, 2 et 13 de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice devenu un corps autonome. Seuls les huissiers de justice régis par la loi précitée qui sont compétents pour poser ces actes. 3. Les observations du gouvernement. Le contexte actuel du pays ne permet pas la création d'un tribunal anticorruption tel que préconisé par l'honorable sénateur Mandiadi Bifoulou et mes patience à travers sa proposition de loi transmise au gouvernement conformément à l'article 130 de la Constitution en vigueur, pour des raisons ci-après. Il s'agit de la création d'une juridiction spécialisée dont l'opérationnalisation ne peut se concevoir qu'à long terme. Les infrastructures y destinées, la formation de magistrats et personnel judiciaire à y affecter nécessite d'importants moyens financiers de la part du gouvernement. Hormis les tribunaux qui répriment l'infraction de corruption, il existe à ce jour plusieurs structures et organismes mis en place par le président de la République et le gouvernement qui s'occupent des questions de la prévention et de lutte contre la corruption, notamment l'observation de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OSCEP, au ministère des Fonctions publiques, la cellule de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au ministère de la Justice, la cellule de changement de mentalité à la présidence, les TELU, le CEMAREF au ministère des Finances, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, créée par l'ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020. Au regard de toutes ces structures existantes,
lequel dispose de moyens d'action qui émergent au budget de l'État, il est prématuré d'alourdir encore ses dépenses en créant un tribunal anticorruption avec toutes les spécificités qui le caractériseront. Pour le gouvernement, l'idéal est de parfaire d'abord l'installation des juridictions déjà créées, consolider les structures existantes avant d'envisager la création d'un tribunal anticorruption. D'accélérer avec le projet de création d'un parquet financier, suivant le modèle français et la brigade antifraude, qui auront pour mission, entre autres, de lutter contre toutes les formes de fraude et d'atteinte à la probité, en l'occurrence la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, le détournement de deniers publics, la confusion, la fraude fiscale, l'escroquerie à la TVA, le blanchiment des capitaux, etc. Faits infractionnels poursuivables devant les juridictions compétentes. Étant donné que la République démocratique du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, l'article 65 de cette convention oblige aux États membres d'adopter une loi anti-corruption devant matérialiser ses mises en œuvre. L'examen de l'application de la convention susmentionnée par la RDC donnera lieu aux observations et recommandations à intégrer obligatoirement dans la loi à adopter. De ce qui précède, le gouvernement constate une opportunité de la proposition de la loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption, initié par l'honorable sénateur Mangiadi du Fou et du Patience pour des raisons juste évoquées. Telles sont les observations du gouvernement à cette proposition de loi. Fait à Kinshasa le 14 novembre 2020. Voilà, chers collègues, vous êtes suffisamment édifiés et donc nous allons devoir nous prononcer sur le retrait de notre calendrier de cette proposition de loi et l'application de l'article 129 pour retourner ça à notre collègue. Qui sont pour le retrait de cette proposition de loi de notre calendrier de cette session? Veuillez le manifester, ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre? 6 personnes. Ceux qui s'abstiennent? Merci. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption est retournée à notre collègue, mais nous le félicitons pour l'initiative parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Chers collègues sénateurs, à présent, oui, collègue Vicky Katouma. Merci beaucoup, mon président. Je demande la parole par motion présidentielle pour revenir sur ma préoccupation par rapport au vote du calendrier par la conférence de présidents lorsqu'il s'agit de propositions de loi. Je me rappelle, c'était à l'époque du bureau sortant, je vais faire remarquer que la conférence de présidents, bien sûr, est là pour adopter le calendrier, mais lorsqu'il s'agit de propositions de loi, il faudrait que la plénière se prononce. Maintenant, on fait un double emploi. D'abord, c'est la conférence de présidents qui adopte tout le calendrier, et lorsqu'il s'agit de propositions de loi, c'est la conférence de présidents qui doit se prononcer. Ça ne se fait pas ainsi en ce qui concerne la démarche parlementaire concernant les propositions de loi. C'est la plénière qui est souveraine.
Parce que vous voyez déjà ce que nous venons de vivre aujourd'hui, cet amalgame qui a été causé par cette conférence de président qui n'est pas habilité à décider sur les propositions de loi, sur les initiatives des parlementaires. C'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne à saisir ce retour où, lorsque le calendrier est voté par la conférence de président, mais au moins qu'on laisse la plénière se prononcer au cas par cas en ce qui concerne les propositions de loi. Merci. Merci, chers collègues. Il en a toujours été ainsi. La conférence de président, à son niveau, adopte et soumet à la plénière. Et d'ailleurs, c'est à l'issue d'un débat houleux que la plénière se prononce pour l'adoption du calendrier. Nous prenons en compte l'observation, mais nous espérons que nous ne serons pas un jour amenés à violer cette disposition. En tout cas, jusque-là, nous sommes dans le bon. Et ce que nous venons de faire, c'est également bon, parce que c'est toujours la plénière qui se prononce. Elle a la compétence d'inscrire un point, elle a également la compétence d'en soustraire. Collègue Guérengo. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous appuyer, conformément à l'article 75 de notre règlement intérieur qui dit ceci. La conférence des présidents est juge de la recevabilité des propositions de loi. Ce débat avait été évoqué effectivement pendant la conférence des présidents. Nous avons dit qu'il fallait qu'on puisse revisiter notre règlement intérieur pour adapter aux réalités conjoncturelles. Donc, en attendant que le règlement intérieur ne soit revisité, je crois que, Monsieur le Président, vous avez pleinement raison, 100%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très prochainement, nous allons effectivement intégrer cela dans le règlement intérieur à réviser. Et donc, ceux qui ont des initiatives sur le règlement intérieur, ils peuvent toujours déjà les engager. Merci les deux collègues, Vicky Katouma et collègue Guérengo. À présent, nous passons à la présentation du rapport de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées relatives à la crise politique dans les provinces du Congo central, du Haut-Lomami et du Sankuru. Cette commission, il y a eu maintenant plusieurs crises dans plusieurs provinces. Et donc, nous sommes en train de vivre là une situation qui risque de déstabiliser le pays tout entier. Je donne directement la parole à la présidente de la commission pour le mot introductif. Pour la parole. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, c'est lors de la session de mars 2020 que la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées avait été saisie pour examiner à la demande du président du bureau précédent les dossiers relatifs à la crise du Congo central, du Haut-Lomami et du Sankuru. Les travaux qui s'étaient déroulés dans un climat empreint de cordialité et d'harmonie ont porté principalement sur les auditions des présidents des assemblées provinciales du Congo central, du Sankuru, ainsi que les ministres impliqués dans la question. Présentée au départ comme une crise purement politico-juridique, l'analyse de la situation a conclu en existence aussi d'une crise financière profonde entre les exécutifs provinciaux et leurs assemblées provinciales. D'où la nécessité ressentie pour auditionner les ministres ayant respectivement en charge le budget et les finances. Par ailleurs, il convient de signaler que depuis l'examen du dossier relatif à la crise par la Commission et le rapport subséquent, plusieurs provinces connaissent des situations de crise à ne pas négliger. D'où l'opportunité de la mettre en place d'un cadre permanent de consultation entre le Sénat et les provinces, comme l'a souligné le président du Sénat lors de son ouverture de l'actuelle session le 15 mars dernier.
Ces consultations peuvent se faire lors